Chapitre 34 Retour de Pyrrhus et second crime d'Oreste. La mort de Pyrrhus est, de tous les événements mythologiques, celui qui a fait l'objet des versions les plus diverses et les plus contradictoires, notamment chez Homère, Euripide, Virgile et Racine. Le seul point sur lequel tous ces auteurs se rejoignent, c'est que Pyrrhus fut assassiné par Oreste. Mais, sortis de là, ils ne sont d'accord ni sur la date, ni sur les circonstances, ni sur les motifs de ce meurtre. Pour essayer de clarifier cette ténébreuse affaire, j'ai adopté une démarche historique moderne consistant à analyser les faits à l'aide de la théorie mathématique des relations dans un ensemble. L'ensemble dont il s'agit ici, et qui sera désigné dans la suite de cet exposé comme l'ensemble E, a pour élément les 4 personnages principaux du drame, à savoir Hermione, Pyrrhus, Andromaque et Oreste. Après avoir rappelé les données factuelles concernant ces 4 personnages et analysé les relations amoureuses qui les liaient entre eux, il me sera possible de proposer une reconstitution plausible des événements. Hermione était la fille de Ménélas et d'Hélène. Elle avait 5 ans lorsque sa mère fut enlevée par Paris et que son père s'embarqua pour la guerre de Troie. Elle resta alors seule, avec ses gouvernantes et ses serviteurs, dans le palais de Ménélas, à Sparte. De temps à autre, des voyageurs de qualité, de passage à Sparte, allaient rendre une visite de courtoisie à Hermione. Elle avait 14 ans lorsque Pyrrhus, le fils du divin Achille, lui fit une visite de ce genre. Pyrrhus, qui venait d'apprendre la mort de son père, était alors en route pour Troie, où il avait été appelé par les autres rois grecs. Jeune, beau, auréolé d'une flamboyante chevelure rousse et de la gloire de son père, il fit sur Hermione une profonde impression. Lorsqu'il quitta Sparte 2 jours plus tard, il laissait derrière lui une Hermione éperdument amoureuse. Lui-même, qui rêvait alors d'exploits guerriers, n'avait prêté à la jeune fille qu'une attention distraite. En arrivant à Troie, Pyrrhus fut accueilli par les rois grecs avec tous les honneurs dus à sa filiation. Ménélas, en particulier, qui était reconnaissant à Pyrrhus de venir se joindre au combat, lui proposa de lui donner sa fille, Hermione, en mariage, lorsque la guerre serait terminée, avec une dot royale et la perspective d'hériter un jour du trône de Sparte. Pyrrhus accepta cette offre, plus d'ailleurs pour la dot que pour la fiancée. Quelques mois plus tard, Troie était prise. Pyrrhus, qui s'était illustré par sa bravoure et sa brutalité, reçut pour sa part de butin Andromaque, la veuve d'Hector. Il ne tarda pas à s'éprendre de sa prisonnière, avec une passion d'autant plus violente qu'elle n'était pas partagée. Andromaque, il est vrai, ne pouvait éprouver beaucoup de sympathie pour Pyrrhus. N'était-il pas le fils du meurtrier d'Hector, et n'avait-il pas lui-même sauvagement exécuté le petit Astyanax, fils d'Hector et d'Andromaque? Aussi, les sentiments d'Andromaque pour Pyrrhus, tout en fluctuant quelque peu d'un jour à l'autre, n'oscillaient guère qu'entre l'indifférence et l'aversion. Pyrrhus ne pensa bientôt plus à rien d'autre qu'à conquérir à tout prix son amour. C'est pourquoi, quelques mois plus tard, lorsque Pyrrhus, de retour dans son royaume après un voyage sans incident notable, reçut de Ménélas un message lui proposant de fixer une date pour le mariage convenu avec Hermione, y répondit d'une manière dilatoire. Il était, disait-il, fort occupé par les affaires internes de son royaume, et ne manquerait pas de reprendre contact avec Ménélas aussitôt que les circonstances le lui permettraient. Ce qui l'occupait en réalité, est-il besoin de le dire, c'était Andromaque, toujours réfractaire à son amour et toujours amoureuse de son défunt mari Hector.
Ménélas fut un peu déçu par la réponse de Pyrrhus, mais Hermione le fut beaucoup plus. Son amour pour le fils d'Achille n'avait fait en effet que croître depuis la visite que lui avait faite le jeune prince, quelques mois auparavant. Son père, Ménélas, l'apaisa cependant en lui assurant que ce n'était que partie remise et que le mariage convenu aurait bien lieu. Sur ces entrefaites, Oreste, qui venait d'être acquitté par le tribunal de l'Aréopage, se présenta un beau jour au palais de son oncle. Jugeant qu'il était encore un peu prématuré pour lui de retourner à Mycène, où l'agitation provoquée par le meurtre de Clytemnestre n'était pas encore calmée, il venait demander à Ménélas de lui accorder pendant quelques mois l'hospitalité. « Tu es ici chez toi, lui répondit Ménélas, et Oreste s'installa au palais. Quelques jours plus tard, il était tombé amoureux de sa cousine Hermione. Celle-ci, tout à son propre amour pour Pyrrhus, ne s'en aperçut même pas. À partir de ces données, il devient possible, et même, si l'on veut comprendre la suite des événements, il devient absolument nécessaire d'analyser avec précision les relations amoureuses existant entre les 4 éléments de l'ensemble E. On peut les formuler d'une manière simplement verbale, dans les termes suivants. Oreste aime Hermione, qui ne l'aime pas. Hermione aime Pyrrhus, qui ne l'aime pas. Pyrrhus aime Andromaque, qui ne l'aime pas. Andromaque aime Hector, qui est mort. Au bout de quelques mois, Ménélas finit par se lasser des manœuvres dilatoires de Pyrrhus et par lui envoyer un message annonçant l'arrivée prochaine d'Hermione en vue de la célébration du mariage. Quelques jours plus tard, Hermione, au comble du bonheur, partait rejoindre Pyrrhus. Son cousin Oreste avait insisté pour l'accompagner et la protéger pendant son voyage. Dès qu'elle arriva chez Pyrrhus, Hermione, en voyant Andromaque, comprit la cause des atermoiements de son fiancé. Elle conçut, pour sa rivale involontaire, une haine immédiate. Sachant qu'elle pouvait compter sur le dévouement aveugle de son cousin Oreste, elle lui demanda de mettre fin, par tous les moyens, au concubinage notoire et offensant pour elle de Pyrrhus et d'Andromaque. Dans l'esprit d'Hermione, la formule volontairement ambiguë qu'elle avait employée sous-entendait l'élimination physique d'Andromaque. Mais Oreste, qui avait beaucoup plus de motifs de vouloir se débarrasser de Pyrrhus que d'Andromaque, comprit ou fit semblant de comprendre de travers les instructions d'Hermione. Sachant que son rival devait assister, dans le temple d'Apollon, à une cérémonie religieuse en l'honneur de son père Achille, Oreste s'y rendit lui-même et, profitant de ce que Pyrrhus était sans armes, l'assassina lâchement. On aurait pu croire que ce second crime d'Oreste, pour lequel aucune circonstance atténuante sérieuse ne pouvait être invoquée, serait puni par les dieux plus sévèrement que le premier. Il n'en fut rien. Jupiter demanda bien aux furies vengeresses de se mettre à nouveau aux trousses du criminel, mais elles refusèrent sèchement. Elles ne voulaient pas, dirent-elles, prendre le risque d'être désavouées une seconde fois par le tribunal des dieux. Ce tribunal lui-même, pour ne pas avoir à reconnaître publiquement qu'il avait commis une erreur d'appréciation, préféra ne pas se saisir du dossier du second crime d'Oreste. Celui-ci ne fut donc pas inquiété. Il monta sur les trônes d'Argos et de Mycène, auxquels il avait droit par sa naissance. Il obtint alors de Ménélas la main d'Hermione, et, à la mort de Ménélas, comme celui-ci n'avait pas d'enfant mâle, c'est Oreste qui hérita aussi du royaume de Sparte. Quelques jours après le meurtre de Pyrrhus, Pluton avait rencontré Minerve dans une allée de l'Olympe. Ironiquement, il lui avait rappelé les commentaires dont elle avait accompagné sa boule blanche au procès d'Oreste.
il me semble encore t'entendre dire qu'Oreste n'était pas foncièrement coupable et qu'il fallait lui laisser une chance de s'amender. Je ne regrette pas mon vote, lui répondit Minerve. Je préfère acquitter 10 fois un coupable que de condamner une seule fois un innocent.